J'ai donc le plaisir d'animer le dernier panel de cette journée, juste avant la table ronde finale. Et puis ce panel qui s'intitule « Les archives numériques et portatives ». Et on va commencer par une première présentation avec deux intervenantes. Fathia Idmon, qui est professeure à l'Université de Poitiers, chercheur de l'Institut des textes et des manuscrits modernes, de l'équipe archiveuse notamment. Ses recherches portent sur la littérature latino-américaine du Rio de la Plata du XXe et XXIe siècle, et plus particulièrement sur la genèse de l'écrit à partir des archives et manuscrits des écrivains. Plus précisément, ses travaux sur les processus de création concernent les productions sous contrainte, trois types notamment, ludiques, exiliques et conflictuelles. Ces travaux concernent par ailleurs le champ transversal des humanités numériques et les changements scientifiques, épistémologiques et pédagogiques induits par le tournant numérique. Cécile Brayon est maître de conférences en espagnol et spécialiste de théâtre latino-américain contemporain. Elle enseigne à l'Université de Valenciennes et est notamment responsable du module transversal découverte du spectacle vivant en partenariat avec la scène nationale Le Phénix. Ces travaux portent principalement sur le théâtre mythologique, le processus de création dramatique et l'informatisation de la recherche en art de la scène. Je laisse la parole. Voilà. Merci. Merci. Donc, on ne s'est pas tout à fait réparti les tâches. Vous allez nous entendre successivement en fonction des intérêts de l'une et de l'autre que vous allez facilement identifier. Donc, en guise d'introduction, on va commencer par situer le périmètre du projet que nous allons vous présenter et de la recherche, puisque le titre est lié aux enjeux et perspectives que nous allons vous présenter maintenant. Donc nous travaillons sur une question de recherche particulière, celle du rôle des intellectuels que nous avons appelés satellites, c'est-à-dire les intellectuels de second rang, ceux dont on ne parle pas, mais qui ont gravité dans l'orbite des plus grandes stars. Notre idée est d'analyser la circulation des idées à travers ces autres porteurs de voix. Et en particulier, trois types de contenus nous intéressent. La question de la circulation des avant-gardes, celle du théâtre mythologique et celle du courant absurde. Ces recherches s'inscrivent dans un contexte historique qui est celui éminemment conflictuel du XXe siècle, sur les aires, comme vous l'avez compris, hispaniques. Donc les conflits qui nous intéressent sont évidemment la guerre civile espagnole et un peu plus tard les dictatures du plan Condor, parce que nous travaillons sur l'ère du cône sud. Donc les contextes géographiques sont l'Europe et l'Amérique, et les allers-retours entre ces deux continents, et les objets de recherche, les archives et les manuscrits des écrivains. Nos outils théoriques, alors, comme il s'agit de manuscrits, nous les analysons et interprétons avec les outils de la critique génétique, dont il a été beaucoup question depuis ce matin, j'y reviendrai après. Et donc, par ailleurs, évidemment, nous travaillons avec les outils critiques traditionnels de la littérature, pardonnez l'emploi de traditionnel, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas d'une recherche déconnectée de l'objet livre après lorsqu'il existe. La partie théâtre est analysée, ça c'est plutôt le travail de Cécile, avec les outils critiques de la théâtrologie. Et enfin, ce qui n'existe pas vraiment, mais qu'on a rassemblé dans une petite catégorie qui s'appelle la théorie émergente des humanités numériques. Beaucoup d'écrits sont produits en lien avec cela. Évidemment, rien n'est encore enfermé dans une théorie, mais on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce va-et-vient entre chacun de ces domaines. Alors, la méthodologie que nous appliquons est en réalité à la fois empirique et théorique. La première partie concerne la constitution des corpus en données et la collecte de données pour constituer ces corpus. Ces corpus sont ensuite traités par une approche critique. La constitution du dossier génétique en elle-même est un travail critique. À partir du moment où le chercheur travaille sur les manuscrits, qu'il les rassemble et qu'il les reconstruit dans leur processus de création, il s'agit là d'une production critique. Ce travail sur la constitution du corpus est lui-même divisé en deux temps. D'une part, une approche documentaire qui concerne le travail sur l'archive elle-même en tant que matériau primaire, et
cette approche documentaire nous a amené à plusieurs reprises à nous poser des questions sur la façon dont il faut décrire ces documents dans une perspective documentaire. Ensuite, comme il s'agit de documents qui sont là depuis le début du XXe siècle, qui ont eu des histoires assez compliquées et qui posent des problèmes de conservation, nous avons aussi une approche archivistique. C'est-à-dire que nous tenons compte aussi de la façon de préserver ces manuscrits de façon à ne pas les altérer en tant qu'objets physiques et pouvoir les transmettre. Le projet initial visait à créer les outils numériques permettant de construire une chaîne de travail. Dans nos domaines, soit les archives sont traitées par des bibliothèques, par exemple c'est le cas des fonds que vous avez cités tout à l'heure, les fonds Flaubert, ils sont traités par la Bibliothèque nationale, mais il y a aussi des corpus qui ne sont pas traités par les institutions publiques. C'est le cas des archives du monde hispanique et très souvent des archives latino-américaines. Donc lorsque le chercheur doit travailler directement avec ces manuscrits, comment peut-il procéder? Notre objectif était de construire cette méthodologie et la partager avec les chercheurs, et cette méthodologie devait inclure évidemment tout le versant numérique. D'où la flèche qui repart vers le haut et qui concerne la numérisation des archives, puisque notre approche de la numérisation avait deux temps. Le premier objectif de la numérisation concernait la préservation de ces documents. Évidemment, une fois que nous avions numérisé ces documents, nous les avions transformés en données numériques, et notre intérêt était de travailler avec cette donnée numérique pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc ces données numériques, évidemment, une fois qu'elles existent, il faut quand même construire les outils pour les analyser, et de là, nous nous sommes rendus compte qu'au moment de travailler avec les données numériques, nos outils critiques et théoriques traditionnels étaient assez vite insuffisants, ou alors pas assez complets, et ne comportant pas de cadre assez sûr pour nous permettre de travailler de façon systématique. Alors, l'étude de cas que nous allons vous présenter aujourd'hui concerne les archives du théâtre, et en particulier, on va parler de la question des arts performatifs, mais c'est vrai que c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Cette étude de cas, c'est un cas parmi d'autres que nous avons étudié dans le cadre de ce projet. Et dans le cadre du projet ANR CHISPA, nous avons pensé qu'une des pistes de valorisation pouvait être de remettre en scène l'une des pièces contenues dans ce fonds. Et pour plusieurs raisons que je ne vais pas aborder ici, mais notamment en raison du fait que l'œuvre de l'auteur en question était tombée dans l'oubli. Donc on pensait que c'était une bonne piste pour le donner à connaître à nouveau. Alors, au-delà de remettre en scène cette pièce, nous avons aussi souhaité pouvoir analyser le processus de recréation de cette remise en scène, et nous nous sommes heurtés très rapidement aux difficultés que rencontre un chercheur en art de la scène pour étudier le processus de création d'une œuvre performative. Alors, tout processus de création est un processus difficile à analyser parce que les archives sont souvent abondantes, mais c'est, exponentiel dans le cas d'une œuvre performative, puisque elles sont donc abondantes, elles sont parfois réparties entre plusieurs personnes, c'est-à-dire l'auteur de la pièce, le metteur en scène, les acteurs, les techniciens qui travaillent aussi autour de l'équipe. Ce sont des archives hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a du texte, des esquisses, des vidéos, on peut avoir des interviews. Hétérogènes, donc elles sont sous tout type de forme, et elles sont aussi parfois dispersées et lacunaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas ou qui n'existent pas, c'est ce dont on parlait ce matin, et puis elles peuvent être aussi dispersées parfois à plusieurs endroits du globe, ce qui était notre cas ici. On avait les archives qui étaient transférées à l'université de Lille 3, et puis certains documents qui étaient restés à Montevideo. Alors,
effectivement, à l'heure actuelle, ces difficultés que rencontre le chercheur semblent pouvoir être palliées par des solutions numériques qui, en fait, sont pleines de grandes promesses. Tout d'abord, des promesses pour réunir tous ces matériels, c'est-à-dire de pouvoir numériser massivement toutes ces données et les transformer toutes en données numériques. Donc ça peut être, vous voyez, papier, son, vidéo, mais on peut même envisager dans certains cas la numérisation des décors. Ça peut être pour les consulter facilement, c'est-à-dire mettre tout en ligne sur une même plateforme. Et puis aussi, l'idée, c'est que le numérique peut nous offrir, enfin, c'est toujours une promesse, des outils pour analyser plus rapidement tous ces documents, les comparer également et aller plus vite et avoir cet effet de big data d'analyser plus de documents et plus rapidement. Alors, est-ce que c'est si simple dans les faits ? L'étude de cas, donc, je vous disais, c'est donc une expérience concrète qui a été menée de mai 2015 à octobre 2016, qui s'appelle le projet Ulises. Il s'agit donc de la remise en scène d'une pièce de théâtre mythologique intitulée en espagnol El regreso de Ulises, le retour d'Ulysse de Carlos Denis Molina. Et donc cette expérience grandeur nature est en lien avec nos questions de recherche. Elle mobilise différents instruments théoriques ainsi que des outils informatiques qui sont normalement destinés à accompagner le chercheur dans son entreprise. Alors l'objectif de notre expérience était d'enrichir les données numériques dont nous disposions déjà. Une partie du fonds avait été numérisée, donc on parle de sources matérielles qui avaient déjà été transformées en données numériques, et nous voulions voir s'il était possible d'étudier un processus de création qui intègre tout cela. C'est vrai que le théâtre s'y prêtait plus facilement parce que les pièces de théâtre peuvent être rejouées plusieurs années après la mort de leur auteur, plusieurs siècles après la mort de leur auteur. Donc il y avait là quelque chose qui pouvait être étudié dans une continuité qui semblait évidente. Et évidemment, comme nous travaillons sur le numérique, nous voulions l'analyser de façon informatisée, c'est-à-dire avec des outils informatiques et de façon automatisée. Sinon, ça n'a pas de sens de passer par l'outil informatique. Pour constituer cette méthode, nous nous sommes inspirés de différents travaux et plus particulièrement de ceux de Florencio qui a travaillé sur les genèses théâtrales et qui a introduit deux concepts qui nous ont beaucoup intéressés. Il a introduit le concept d'archive intermédiale pour parler de ces sources très hétérogènes pour le cas du théâtre et donc que nous avons adopté. Et surtout que pour le cas des écrivains contemporains, c'est tout à fait évident, on a toutes sortes de sources. Et ensuite, on a voulu également tenir compte du contexte fortement informatisé, c'est-à-dire que nos propres collectes de données ont été réalisées avec tout ce qui nous passait sous la main et on a essayé de se mettre dans la peau d'un chercheur qui va travailler avec ce type de données dans 10 ans. Encore une fois, tout cela s'inscrit avec deux cadres théoriques assez forts. Nous sommes restés fidèles à nos postulats de départ, auxquels il faut inclure les dimensions transversales de ce type de travaux et donc le contact avec d'autres approches théoriques qui viennent des milieux que j'ai cités plus tôt, de la conservation, de la documentation, mais également de l'informatique. À toi. Alors, précisément, cette remise en scène a été confiée à une dramaturge uruguayenne, dramaturge et metteur en scène uruguayenne, parce qu'on désigne ce type de profil par théâtriste, qui écrit notamment depuis le plateau, reconnue. Donc elle s'appelle Sandra Macera et elle est déjà l'auteur de nombreuses pièces et notamment de pièces mythologiques.
Donc l'idée, c'était d'essayer de construire une preuve de concept en vue d'une méthode informatisée et extensible. Donc comment suivre avec les outils numériques un processus de création et de recréation, et en même temps d'essayer de répondre à la question entre guillemets de recherche traditionnelle qui nous anime, qui est le théâtre mythologique. Et je pense que tu voulais dire un mot sur informatiser peut-être. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah d'accord, parfait. Ok. D'accord. Peut-être qu'on peut passer. Ah, non, alors c'est vrai que dans ce type d'approche, on a aussi à l'esprit qu'il est possible de reconstituer de nouveaux corpus critiques pour la recherche. Donc l'expérience en elle-même visait aussi à construire un autre corpus. En lien avec la question du processus de création, nous avons à l'esprit que cela peut s'inscrire dans un cadre qui a été posé par la théorie génétique, et donc un processus qui pouvait correspondre à un phasage qui a déjà été clairement établi par Pierre-Marc de Biasy dans ses travaux sur la génétique. Cette analyse génétique n'a de sens que si l'on publie en plus des documents numériques le discours critique qui l'accompagne. En eux-mêmes, ces documents rassemblés sur une plateforme ou sur autre chose n'ont pas de sens s'il n'y a pas un discours scientifique qui vient expliquer les étapes qui se déroulent. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours scientifique a également du sens, y compris dans une approche informatisée. Donc notre question a été également de penser comment nous pouvions restituer ce discours scientifique. Et on en parlera après avec l'usage de la vidéo. Alors, oui, vas-y, sur le dossier. Alors, notamment, nous avons... c'est la première étape d'une approche génétique est évidemment la constitution des dossiers de genèse. Oui, et donc dans le cas de cette pièce, on avait un premier dossier de genèse qui datait des années 40, puisque la première représentation de la pièce est de 1948. Et c'est un dossier de genèse qui est lacunaire, c'est-à-dire qu'à cette époque, le dramaturge en question n'avait pas forcément conscience de l'importance de conserver ces documents. Donc il n'a pas conservé notamment ni ses notes, ni ses brouillons. On a plutôt différentes versions de la pièce. Et on a, après, on a d'autres éléments qui sont qu'on peut mettre dans le dossier de genèse, effectivement, mais qui sont parfois plutôt liés à la réception, c'est-à-dire à la correspondance, aussi de la presse, quelques photos. Mais en fait, le fait que ce dossier soit extrêmement lacunaire, alors que la pièce avait eu beaucoup de succès, on a trouvé que c'était particulièrement, c'était une idée assez séduisante pour justement la proposer à être remise en scène et donc à pouvoir constituer un second dossier de genèse. Alors, juste, pardon, je m'excuse, je suis passée à la diapo après sans même la voir, mais bon. Oui, voilà, ce dossier, il est intégralement numérisé, édité, encodé en Dublin Core, c'est-à-dire pour que les métadonnées soient exploitables et interopérables, c'est-à-dire consultables entre guillemets par d'autres sites internet, des moteurs de recherche. Et donc c'est un dossier que j'ai analysé. Et qui est prêt au traitement informatique, normalement. Voilà, il est tout disponible. Donc le second dossier de genèse, donc celui qui était séduisant, il est lacunaire en fait lui aussi finalement, parce qu'il y a toujours une part du processus de création théâtrale qui va quitter le cadre matériel de l'écrit, notamment lorsqu'on passe au niveau des répétitions. Alors quand bien même vous prévenez l'équipe qui se charge de cette remise en scène, donc la troupe et la metteur en scène, il y a quand même des parties de la création que l'équipe se refuse à voir filmer ou pour pouvoir préserver le travail. Donc disons que c'est quelque chose à envisager lorsqu'on étudie le processus de création d'une pièce de théâtre ou d'une œuvre performative qui a possiblement à chaque fois une partie du matériel qui est perdue. Et ce second dossier de genèse, comme disait Fathia précédemment, est bien hétérogène également, puisque nous avons des sources qui sont numérisées, donc les sources entre guillemets écrites, les dessins, les prises de notes,
Et puis, on a des documents qui sont nativement numériques, donc des enregistrements, des photos qui viennent de caméras, de tablettes. Et puis, on a aussi voulu intégrer tout ce qui pouvait être nos échanges, enfin nos publications sur Facebook, nos publications. Oui, voilà, les échanges sur WhatsApp, par exemple. Enfin, c'est le réseau qu'on a utilisé. Les tweets également, voilà. Bon. Voilà. Alors le premier constat qui est arrivé très rapidement est un constat qui concerne justement notre approche théorique et qui concerne les phases de la genèse, puisque, comme nous l'avons dit, il y a toute une étape qui quitte le processus scripturaire et qui concerne une temporalité à laquelle on n'a pas forcément accès. Donc ce phasage, enfin, ou en tout cas ce contexte-là a été mis en question et discuté par Florencio dans sa thèse, mais c'est vrai qu'il n'y a pas apporté de réponse. Et nous nous sommes demandé si nous pouvions y parvenir dans le cadre de cette expérience, réussir à, grâce aux captations vidéo, aux enregistrements et à toutes ces notes, y compris celles de la dramaturge, est-ce que nous pouvions reconstruire la part de théorie qui nous manquait, parce que sinon nous n'avons pas la part de théorie qui nous manque pour l'interpréter. Le second constat concerne les données nativement numériques, donc les documents qui sont numériques, qui sont donc passés dans nos archives puisqu'elles sont intégrées à nos dossiers génétiques et qui sont très très hétérogènes. Une chose, et c'est le travail que nous avons fait pour préparer les autres données, dans lesquelles nous avons respecté des protocoles, des cadres, des normes et des standards, mais nous ne savons pas encore comment traiter toutes ces sources qui viennent de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, nos vidéos prises tantôt sur un téléphone, tantôt avec une vraie caméra, avec une tablette, avec une tablette sous iOS ou sous Android. Enfin bref, là, le travail n'en est pas moins complexe parce qu'il a été réalisé avec du matériel numérique. Je dirais même qu'il est un peu plus complexe. Oui, puis on s'en est donné à cœur joie aussi, donc bon. Je fais. Oui, alors, pour continuer dans le travail, il est vrai que notre état de l'art théorique a été aussi enrichi par un état de l'art technique et informatique, et on s'est très vite rendu compte que qu'il existait assez peu de solutions prêtes pour nous. Il y a des solutions ailleurs, mais auxquelles, du coup, on doit se former. On a fait un état de l'art des logiciels, fait un état de l'art des codages à notre disposition pour aller informer tout cela. Et on a rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 types de logiciels qui se prêtaient au type d'analyse que nous étions en train de réaliser. Des logiciels destinés à l'archivage des œuvres performatives, par exemple la plateforme La Fabrique du spectacle. Des logiciels destinés à réaliser de la fouille de données et de l'exploitation, et d'autres qui intègrent la dimension exploitation scientifique, parce qu'il y a des logiciels qui ont été développés pour des artistes, donc dans une démarche qui concerne davantage l'artiste, un peu moins le chercheur, et inversement d'autres logiciels prévus pour les chercheurs. Alors, on a réalisé un certain nombre de tests, et donc on ne va pas vous imposer de détails de tous les tests que nous avons effectués. On en a choisi un que nous avons réalisé sur un logiciel d'annotation de vidéo qui s'appelle Ligne de temps, qui a été développé par le centre de recherche du Centre Pompidou. Et nous avons utilisé une séquence d'une masterclass que nous avons organisée dans le cadre du projet scientifique qui s'appelait Du texte à la scène. Cette masterclass était donc dirigée par Sandra Macera avec un groupe de participants, amateurs ou non, à l'Imaginarium de Tourcoing. Alors, pourquoi cette vidéo en fait, pourquoi cette masterclass en fait, dès le départ, c'est que Sandra Macera, dans sa pratique de la direction d'acteur, a toujours une première étape, elle n'est pas la seule à le faire parmi les metteurs en scène, une première phase de recherche avec les acteurs. Mais disons que chez elle, elle est quand même particulièrement longue, elle peut s'étendre sur 2 à 3 mois.
Ce sont des exercices qui lui permettent de réaliser un travail corporel, c'est-à-dire d'intégration de l'action dans entre guillemets, dans le corps de l'acteur, et aussi de réaliser un certain nombre de tests pour voir si certaines actions fonctionnent ou certaines idées de mise en scène vont être efficaces par la suite lors de la mise en scène finale, et notamment avant la mise en scène finale lors du filage. Alors, elle s'inspire, juste pour information, des travaux des historiens de l'art Kenneth Clark et Cesare Brandi. Et nous voulions donc, à travers l'utilisation du logiciel, étudier ses influences en lien avec la genèse de la mise en scène del Regreso de Ulises. Alors, je vous montre, très rapidement le logiciel. Donc, c'est une fenêtre que j'ai fait une captation d'écran. C'est un logiciel qui permet de découper la vidéo en séquences, même si elle découpe automatiquement le film par plan. On peut décrire ces séquences, on peut prendre des notes, donc annoter ces séquences comme vous le voyez sur la partie en haut à gauche. Et on peut réaliser un nouveau montage. On peut réaliser un nouveau montage à partir de ces notes que l'on a réalisées et créer son propre film. Donc faire un petit travail de montage. Alors c'est un outil qui a beaucoup d'avantages parce qu'il est assez ergonomique, on le prend facilement en main. Il permet de visualiser la vidéo avec nos commentaires, ce qui n'est pas négligeable si vous avez déjà fait ce travail à la main. C'est pratique d'avoir tout sur le même écran. On passe rapidement donc d'une séquence à l'autre, et puis ce qui est très intéressant aussi, entre guillemets, pour nous qui souhaitons ensuite réexploiter nos données, c'est qu'on peut extraire nos données en langage XML pour pouvoir republier ces travaux. Les inconvénients, c'est que il n'est pas, c'est un logiciel qui n'est pas, qui n'est pas forcément terminé entre guillemets. Je vais simplement dire que déjà le tutoriel en ligne est incomplet, donc on a certaines fonctionnalités auxquelles on n'a pas forcément accès et qui sont pas très intuitives. Et puis, un autre inconvénient, mais bon, il y en a encore un autre, c'est que le bout à bout, c'est-à-dire cette vidéo, que ce montage qu'on génère, on ne peut pas l'extraire. On est obligé de le consulter sur le logiciel, ce qui n'est pas très pratique, on ne peut pas le diffuser par ailleurs. Oui, alors, je vais aller vite pour... Oui, je vais aller vite et aller rapidement vers la conclusion. On parlait tout à l'heure de la possibilité de monter sa propre vidéo. En somme, l'intérêt que nous y avons trouvé, c'était de pouvoir intégrer là, dans ce montage vidéo, notre discours scientifique sur ce qui est en train de se passer à l'écran. La question de l'utilisation de cet outil... avec intervention du chercheur sur les données, donc enrichissement de l'information qui est en ligne, est aussi un travail qui va vers le big data. Alors c'est vrai que lorsque l'on est assis à une table avec des informaticiens, ils rient parce que le big data n'a pas la même taille. Mais la qualité et la finesse de nos analyses ont leur sens dans une perspective de big data. Alors, on a réalisé d'autres textes, on vous dit juste qu'elles sont en ligne sur le carnet de recherche de notre projet, et que voilà, peut-être qu'après dans le dialogue on pourra revenir sur ces points de conclusion, mais je pense que vous avez compris l'esprit. Oui, enfin juste une petite phrase pour dire que ce qu'on a remarqué surtout de l'utilisation de ces logiciels, c'est que en fait ils proposent pour la plupart des analyses en fait des données. Or, ce qu'on a constaté en les utilisant, c'est qu'ils nous permettent d'accélérer notre travail de description, de mieux visualiser les données. Mais en aucun cas on peut vraiment parler d'analyse. Les analyses des documents, c'est les conclusions scientifiques que nous avons tirées, c'est toujours, toute la partie herméneutique en fait, c'est toujours nous, le chercheur, qui la réalise. Donc ça peut paraître être une évidence, mais souvent ce sont des logiciels qui ont promis de réaliser des analyses, or ça n'est pas le cas. Ça permet d'aller plus vite et d'analyser plus.